nous avons eu la crise financière la plus importante de l'histoire, depuis les années 30, et aucun de ces gars-là, qu'il avait créé de toutes pièces, de Corzine en passant par tous ces gars-là, n'a été en prison. Donc la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe exactement? Et là, je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Hoenig, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City, qui était voting member du Fed, qui a voté 8 fois contre son chairman, Bernanke. Et il m'a dit, on a sympathisé, on était deux chez Balthazar en bas à New York, là. Et il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des États-Unis, avec les 3 grandes banques que tout le monde connaît, et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie. Et la grande question, c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie? Donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde, nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir, c'est une mafia qui est quasiment criminelle, et il ne manque que de courage politique. C'est à l'aise. Mais pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte. Et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise. On ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc, il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse, en fait. Ah bah, c'était top, la super classe invisible, et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées, et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Il disait que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et il parlait de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, vous discutez aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Voilà. Donc en fait, le groupe Bilderberg, la trilatérale, ça existe. Alors, la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est beaucoup de gens disent, ah, c'est le complot, la conspiration mondiale. Non, mais non, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et là, ils parlaient de quoi? Donc, c'est pas une conversation, là. Ils disaient, voilà les objectifs. Et parmi les objectifs, ce jour-là, en 2007, il y avait le fameux traité transatlantique. Et ce traité transatlantique qui se prépare
C'est un traité qui va installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales, nationales, de traîner les États, de faire condamner les puissances publiques. C'est un traité dans lequel, par exemple, les appellations contrôlées, les appellations protégées disparaîtront. Et on nous imposera le poulet, le javel, etc. Donc en fait, c'est un traité qui va faire découvrir ce qu'est le fameux rêve européen. Le rêve européen n'était pas de construire une nation nouvelle à la place des nations défuntes à Maastricht. Le rêve européen, c'était de livrer un espace sans nation, sans gouvernement, sans démocratie, sans limite territoriale, de le livrer au marché planétaire de masse sous clé américaine. Et quand on disait ça, nous les conscrits de Maastricht, des gens comme Séguin, Pasqua, Chevènement et Le Pen, on nous disait vous êtes des menteurs, vous exagérez. En fait, on était en dessous de la réalité. En deçà. Vous savez, tous les présidents suivants ont été tout aussi loin de ma conception de la fonction présidentielle. Hein. Quand Nicolas Sarkozy monte en basket et en short l'escalier sacré de l'entrée de l'Élysée, il discrédite totalement la fonction présidentielle. Et Jacques Chirac n'a pas manqué aussi de ce genre de blasphème. Non, c'est vrai que depuis François Mitterrand, c'est ainsi. Mais c'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Puis François Mitterrand, c'est ainsi. Mais c'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Eh bien, pose ta question sur le dîner du CRIF. On a droit à une question off à la fin. On a droit à une question. Non mais, est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous les exagérez ministres un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Non, Je l'ai entendu il n'a pas été dire, Monsieur le vous Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a de vu faire. engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire Elisabeth. engueuler. Vous savez ce qu'a dit vous savez ce qu'a dit dans une parole célèbre un Premier ministre. Hein. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Hein. Bon. Oui. Kuckerman, c'est Kuckerman, et Prasquier, c'est Prasquier. C'est Prasquier. Ce qui veut pas dire que j'ai pas la plus grande amitié pour Roger Kuckerman. Mais bon, j'ai travaillé avec lui, donc je suis pas... Changement de style ou d'orientation? Comment? Changement de style ou d'orientation? Oh, ça sera à vous de voir. Ce sera à vous de voir. Si j'avais été en désaccord absolu sur l'ensemble des prises de position de Roger Kuckerman, je serais peut-être pas resté autour de lui pendant quelques années. Bon, allez, on coupe. Ah, parce que ça, c'était du... Ça, c'est du off. C'est du off officiel. C'est du off officiel. C'est du off officiel. Mais jusqu'où allons-nous pour faire partie du groupe? Pour répondre à cette question, nous avons organisé une expérience de caméra cachée pour voir si cette jeune femme finirait par se lever en entendant la sonnerie simplement parce que les autres le font. Vous pensez peut-être que jamais vous ne le feriez, mais rien n'est moins sûr. Il n'aura fallu que 3 sonneries pour que cette jeune femme, sans même savoir pourquoi, aligne son comportement sur celui du groupe. Et que se passerait-il si le groupe n'était plus là? Elaine, c'est à vous. Ça y est, elle est enfin seule.
Tout le monde est parti et plus personne ne la regarde, excepté nos caméras cachées. Que pensez-vous qu'elle va faire? Notre cobaye n'a même plus besoin d'être en présence d'autrui pour se conformer aux règles du groupe. Voyons ce qui se passe si nous faisons entrer un nouveau personnage en scène qui ignore la règle. Bonjour, j'ai un rendez-vous à midi. Asseyez-vous, ce sera à vous dans quelques minutes. Parfait. Merci. Pourquoi vous levez-vous? Tout le monde le faisait. Je croyais qu'on était obligés. Vous pensez que le petit nouveau va suivre le mouvement? De nouveaux patients arrivent sans se douter de rien. Lentement, mais sûrement. Ce qui n'était qu'une règle inventée spécialement pour cette jeune femme est devenu la norme pour tout le monde dans la salle d'attente. Pour nous expliquer ce qui se passe dans leur cerveau, voici Jonah Berger, de l'Université de Pennsylvanie. Ce comportement de meute intériorisée, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage social. Dès le plus jeune âge, dès que nous voyons un de nos congénères faire quelque chose, notre cerveau nous envoie un signal positif si nous répétons cette action. Quand j'ai vu tout le monde se lever, j'ai senti qu'il fallait que je fasse pareil. Sinon, je me serais sentie exclue. Une fois que j'ai commencé à les imiter, je me suis sentie bien plus à l'aise. Le conformisme est essentiel aux sociétés humaines, mais il peut aussi mener à de mauvaises habitudes ou à répéter d'anciennes erreurs. Cela explique pourquoi même les rebelles qui n'imitent pas les bêtises de leurs semblables finissent par rejoindre leur rang. Plus choquant encore que de voir à quelle vitesse le conformisme façonne nos comportements est de constater que certaines forces modèlent notre façon de penser. Bonsoir, la question fait débat depuis longtemps sans qu'aucune réponse formelle puisse être apportée. Il n'empêche, cette étude laisse perplexe. Des chercheurs de l'ULB ont exposé des fourmis à des ondes GSM. Très vite, les animaux sont non seulement désorientés, mais ils perdent de 50% de leur capacité, un résultat qui donne à réfléchir. Jimmy Meo et Kinerkan. L'expérience peut être réalisée très rapidement. Poser un téléphone portable au milieu d'une société de fourmis et déjà instantanément, les premiers effets sont visibles. Vous voyez que celle-ci n'a plus sa locomotion normale. C'est plus faire aller ses pattes, c'est parce qu'elle a été trop longtemps près des ondes. Ça, c'est une ataxie musculaire. Le premier système touché est le système nerveux. Mais le système nerveux, il dirige tout. Il dirige la locomotion, il dirige la perception des signaux émis par les autres, il dirige le comportement, etc. Donc tout est affecté. Les capacités d'apprentissage des fourmis exposées aux générateurs d'ondes sont affectées de 50% par rapport à la normale. Et même avec une période de récupération, elles ne retrouvent que 60% de leur capacité de mémorisation. J'ai éteint le générateur, elles ont récupéré un peu et ont pu apprendre, mais n'ont plus jamais réatteint leur niveau initial. Il en est de même pour cette fourmi exposée aux ondes du GSM. Si on arrête tôt l'expérience, elle va récupérer. Si on continue, elle va mourir. Les dangers pour l'homme sont aussi à prendre au sérieux. Par exemple, l'oreille à laquelle on colle notre téléphone est très sensible. Imaginez les structures que nous avons dans l'oreille. Nous avons des cellules ciliées dans l'oreille. Déjà dans l'oreille moyenne, la trompe d'Eustache, mais après, pour l'équilibre, pour le son, ce sont des cellules terriblement fragiles. Les conseils, éloignez votre appareil, pas d'utilisation pendant trop longtemps. Et contre les insectes nuisibles, un petit générateur d'ondes pourrait ainsi faire office d'insecticide. Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière, et c'est un homme très intéressant, et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Le marché a désigné M. Macron comme président de la République.
aidé en cela par quelques électeurs. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons. D'abord, pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de vie et de mort, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grandes infrastructures ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Monsieur Attali rappelle ici que le président n'a plus de pouvoir en dehors de celui qui lui est donné par le marché. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui, oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel. Ce qu'on vient de voir ont la grandeur d'être élus du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. Monsieur Attali nous rappelle également que le personnel politique est impuissant. Comprenez que les politiques sont désormais au service du marché. Le marché a donc le pouvoir. Ces traités font loi qui s'imposent à la loi des hommes. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Monsieur Attali se dit honoré d'avoir empêché les peuples de s'autodéterminer. Seuls les marchés déterminent. Son objectif est d'étendre son pouvoir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Le président, les ministres sont les seconds couteaux chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché. Déréglementer, appauvrir et démanteler les services publics, ouvrir tous les secteurs à la concurrence, détruire les protections des salariés et des citoyens. Il s'agit de livrer au marché les derniers bastions détenus encore par le peuple. Et pour que le peuple fasse silence, aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence ? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait que exprimer une réalité. Qui a le pouvoir ? Le marché est l'outil qui permet au capital de s'accumuler. Les détenteurs du capital et des propriétés lucratives sont ceux qui ont le pouvoir politique. Ils font et défont les pouvoirs politiques à leur guise sans que les peuples n'interviennent. Ils ont déjà prévu la succession, M. Macron. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Numéro 10, la famille Astor. Même si les acteurs principaux des événements mondiaux restent toujours dans l'ombre, nous avons réussi à mettre la main sur une autre famille qui détient un grand pouvoir. La famille Astor est une célèbre famille anglo-américaine d'origine allemande, connue pour leur prééminence dans le monde des finances et de la politique. Cette famille a créé le Royal Institute of International Affairs de Londres et le RILA américain. Ces deux organisations ont pour rôle d'harmoniser les politiques de deux nations avec la volonté des élites. Le RILA est considéré comme une organisation de bienfaisance dont la reine est la protectrice. Elle est soutenue par des sociétés pétrolières, des multinationales et les médias les plus importants comme la BBC et BBC World. Ainsi, la famille Astor contrôle la relation de deux grands pays qui sont l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique.
Numéro 9, la famille Rothschild. Les Rothschild, bien que beaucoup affirment que cette famille a des liens ancestraux extrêmement anciens, il est possible d'identifier le début officiel de cette dynastie au milieu du XVIIIe siècle, avec le banquier allemand d'origine juive, Mayer Amschel Rothschild, identifié par le magazine Forbes comme le père fondeur des finances internationales. Depuis lors, la famille est restée au sommet de l'oligarchie planétaire et a également une influence déterminante sur la réserve fédérale américaine, ainsi que sur le système financier britannique. Numéro 8, la famille Rockefeller. Les Rockefeller, cet empire a commencé à la fin du 19e siècle lorsque la consolidation de la Standard Oil Company a placé la famille à la tête d'une industrie pétrolière naissante. John Rockefeller, le premier de la dynastie, était considéré comme le plus riche homme de l'histoire par le magazine Forbes. Avec une fortune à ce jour équivalent à 340 milliards de dollars, la famille a été perpétrée dans les milieux les plus ambitieux du pouvoir et a une influence sur pratiquement n'importe quelle politique mondiale. Numéro 7, la famille Morgan. Les Morgan, vers la fin du 19e siècle, John Pierpont Morgan fonde J.P. Morgan Company, une société financière qui joue un rôle du premier plan dans l'histoire économique des États-Unis et par conséquent dans le monde. Ce banquier est identifié comme le sauveur de l'économie américaine, conduisant un mouvement pour vendre des obligations et racheter de l'or, en évitant le naufrage des réserves nationales. Depuis lors, la famille Morgan a contrôlé l'approvisionnement en or de son pays. Ils ont des tonnes d'or qu'on ne peut même pas estimer. Numéro 6, la famille Dupont. L'économiste Pierre-Samuel Dupont de Nemours est arrivé aux États-Unis en 1799. Échappant à la Révolution française, il fonda sa compagnie qui ne tarda pas à s'établir comme le principal fournisseur de poudre du gouvernement et alla plus tard monopoliser le marché de la dynamite. Et oui, 40% de l'armement allié de la Première Guerre a été fourni par lui. Il a été impliqué dans le projet de Manhattan qui a mené à la création de la première bombe atomique. En résumé, c'est la famille Dupont qui tient le monopole de la vente de dynamite et de matières explosives. Numéro 5, la famille Bush. Cette famille est considérée comme la plus nouvelle famille de l'élite mondiale. Elle a commencé son héritage avec Prescott Sheldon Bush, un banquier américain et un sénateur qui a été accusé avec le gouvernement des États-Unis de profiter obscènement de la Seconde Guerre mondiale et d'avoir établi de grandes affaires avec les entreprises qui ont financé le gouvernement d'Adolf Hitler. La supposée spéculation et le manque d'éthique ont été documentés par une enquête du journal The Guardian. Mais la famille Bush n'a jamais été inquiétée. Avec des centaines de milliards de dollars, elle peut influencer toutes les décisions qui les pointera du doigt. Numéro 4, la famille Bundy. La famille Bundy est une vieille famille américaine qui a toujours fait partie de l'establishment. En 1952, un certain Salomon Bundy est devenu responsable du Carnegie Endowment for Peace de John Foster Dulles. Waouh, faut respirer. Cette institution est vitale pour les organisations secrètes. Elle sert principalement pour défiscaliser les investissements. C'est le conseil des sages qui est subordonné directement au fameux conseil des 13 sataniques qui contrôle secrètement les grandes nations industrialisées. Il est également membre du Conseil national de sécurité, ce qui lui permet de filtrer les informations qu'il devait faire parvenir au président. Son frère occupait un poste élevé au ministère des Affaires étrangères, comme par hasard. Numéro 3, la famille Warburg. La famille Warburg est l'associé principal des Rothschild. Leur histoire n'est pas moins intéressante que celle des Rothschild. Selon le livre The Warburg, leur lignée remonterait jusqu'en 1001. Après avoir fui les conquérants de l'islam, les ancêtres des Warburg se sont installés en Espagne. Un de leurs ancêtres, Simon von Kassel, a obtenu en 1559 le droit de s'installer à Warburg en Westphalie. Avec le temps, l'influence de cette famille s'est répandue dans le monde entier. En 1914, il entretenait évidemment des relations commerciales avec les Rothschild à Londres. Selon Joseph Weisberg, dans son livre The Merchant Bankers, sorti en 1967, les Warburg se sentaient les égaux des Rothschild. Numéro 2, la famille Freeman. Ce qui est incroyable dans l'histoire de la famille Freeman, c'est que très peu de gens pensaient qu'elle faisait partie de la famille dirigeante du monde. Geller Freeman a été grand maître de l'ordre de prieuré de Sion. Beaucoup de présidents et de membres du Congrès prenaient conseil auprès de lui, bien que la majorité des Américains n'aient jamais entendu parler de lui. Bizarre. Les présidents prenaient également des conseils auprès d'un membre de cette famille influente. Le trafic de la drogue contrôlé par les Freeman sert entre autres à financer les activités douteuses et sert principalement à corrompre les politiciens. James Freeman a dirigé l'école de la réunification, une école qui pratique en secret des initiations sataniques. On appelle cette école école de la réunification du christianisme. Le nom de l'école de la réunification de la sorcellerie serait plus approprié. En réalité, beaucoup de sorciers et sorcières y collaborent de façon étroite pour détruire la chrétienté.
Numéro 1, la famille Collins. La famille Collins a une longue histoire. Elle est originaire de la Nouvelle-Angleterre. C'est une des familles les plus puissantes du monde. Leur nom vient des îles britanniques. En Irlande, ils s'appelaient O'Collins et en Écosse, Collins. On n'a jamais présenté cette famille au public car elle est encore plus puissante que les Rothschild et les Rockefeller. Beaucoup de Collins ont été membres du Hellfire Club, un cercle particulièrement satanique qui pratiquait des rites sexuels occultes. Faire partie de ce club était bien vu dans les sphères gouvernementales britanniques. Dès que les Collins se sont installés aux États-Unis en 1630, ils ont commencé à tisser des liens avec les confréries des sorciers. Ce sont eux qui ont introduit la sorcellerie d'Angleterre aux États-Unis. One physical subject, one material subject that we should focus on, in my opinion, it is very clear that the head of the snake is the financial system. We can argue till the end of time about who runs the world. Is it the Jesuits? Is it the reptilians? Is it the Illuminati? Is it the Freemasons? We can go on and on and on and on about this. But I don't think it is reasonable to even begin arguing about the mechanism that is used to exert this control. The mechanism is finance. The whole point of finance is to indebt, otherwise to enslave. What is a mortgage? I mean, what does that stand for? It's a death grip. So when you get a mortgage, you have a death grip held over you because you are in debt. You don't even own the house. The bank owns the house that loans you the money to buy the house, unless you're fortunate enough to have all the money to buy it outright. And even then, you can be taxed by the government, and if you fail to keep up with those taxes, the government can then take it from you. The whole system is based on a financial fraud which effectively takes the power that we have and it gives it to a tiny group of individuals who are running the world through the control of finance. With the infinite supply of money that we have allowed them to take, they have literally an infinite supply of money, and with that money, and from their psychopathic point of view, they have bought everything and everyone who can be bought. So those of us who cannot be bought because we operate on a level that goes way beyond the material, we are not rewarded for such behavior, we are punished for such behavior. And the most slovenly, disgustingly criminal, pedophilia, corrupt moral individuals, those are the ones that are rewarded in this system, which is upside down. We reward the pedophiles, we reward the corrupt, we reward the liars, we reward the people with no morals at all, and usually we compromise them under this system in terms of maybe a videotape. Maybe Barack Obama is gay. Maybe we have videotape of him having sex with another man, or perhaps some other acts that may be not so popular amongst many of the electorate. Or maybe we have videos of political leaders having sex with little boys or little girls. If I was in charge of the world and I was a psychopath and completely drunk on my own power, you can bet damn sure that's what I would do. I wouldn't allow anyone in a position of power who wasn't completely compromised. When you have an infinite supply of money, you can do this. Take that supply of money away, take that power back, put it in the hands of the people, get rid of fractional reserve banking, which is an obscenity in itself. Listen to the lessons of Jesus Christ. If you're a Christian who got really pissed off when he went to the temple and he saw what the money changers were doing, let's take back control of the issuance of money, and not just on a national level. I'm happy to see in Denmark that you have your own currency, you don't have the euro, but on every country's level, they should be issuing their own currency in a transparent, non-usury based way in which it really, truly benefits the people. And in that way, we can literally free ourselves of the banking debt which is drowning us all, and we can stop scrambling for the crumbs from the table of these filthy rich psychopaths and live in a state of abundance just by changing this one thing. And I'm not just talking about abundance for Western nations who have an artificially inflated value with their currencies. We all in the West are guilty of having that reward while the rest of the world is sucking on it. Every nation in the world can use a sensible financial policy to liberate themselves, to have world-class education, infrastructure, everything that a healthy society would require can be had in the worst, most corrupt African country, in any part of the world. We can all have that if we simply change that one thing. John F. Kennedy did that about 6 months before he was taken out. He issued United States notes as opposed to Federal Reserve notes. I can assure you the powers that be knew the power of that act, and they took him right out. So the bottom line is, if we as people understand this very simple principle, just this one thing,
change this one thing, we can solve every other problem you can name. I don't care what the problem is. I can bring it back to the financial system and an infinite supply of money for a bunch of psychopaths who are running the world, as opposed to an abundant supply of money for all of us. So in that sense, I'm very optimistic. This is not rocket science. I am not the smartest guy in the room. We can all understand this. And as soon as we do, we can exercise the same power that we had, but relinquished, and we can have a future for ourselves and our children. There's a lot to be optimistic about, quite frankly. Donc les tribulations expliquées dans l'eschatologie biblique, donc à travers plusieurs signes, on va dire. Alors c'est un exercice assez difficile car il y en a beaucoup qui sur internet essayent de faire cette chronologie, sachant que on ne peut pas avoir la date exacte du retour du Messie, c'est-à-dire dans la tradition biblique, car seul Dieu le Père peut connaître la date et l'heure, mais on peut essayer éventuellement d'en avoir un espèce de schéma, de plan global. La prophétie biblique, plusieurs interprétations de la parole, concerne la construction du troisième temple. Juifs et chrétiens ont des visions différentes. Les Juifs pensent que le Messie reviendra après la construction du temple. Certaines interprétations eschatologiques de chrétiens laissent penser que le troisième temple abritera l'Antichrist, qui précipitera le monde dans le chaos avant le retour de Jésus. Donc dans Apocalypse 12, 6, quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. L'établissement de l'abomination de la désolation dans le temple à Jérusalem débute le temps de la grande tribulation pour les Juifs qui dure 1260 jours. Donc c'est 30 jours fois 12 mois fois 3 ans et demi. Ce sera la période du faux prophète et de l'antéchrist. Mais la bénédiction d'Israël ne peut manifestement pas être établie soudainement en une seule étape. Beaucoup d'événements doivent se dérouler pour purifier la terre lors de la venue du Seigneur. 1260 jours durent 3 ans et 6 mois. Ces deux versets sont similaires. Le temps se calcule. 1 an plus 2 ans, plus 1 an sur 2 ans, égale 3 ans et demi. Donc 23 septembre 2017 plus 1260 jours mène au 5 mars 2021, qui peut être le début de la tribulation annoncée dans l'Apocalypse par le début de la chute du système économique mondial, par exemple, avec aussi attaque, soi-disant hacking sur Internet. Entre-temps, il y aurait l'avertissement avec l'annonce d'une comète et de signes dans le ciel et de grands miracles de Garabandal. Ainsi donc, après les 1260 jours, il y aura encore 2 courtes périodes intermédiaires avant que puissent enfin débuter les jours de bénédiction tant attendus par beaucoup. Et c'est pourquoi il est dit « Bienheureux celui qui attend et parvient à 1335 jours » dans Daniel 12, 12. Donc ça amènerait au 18 mai 2021 pour y avoir la marque de la bête, donc plus RFID via le vaccin par exemple, pendant cette période. Ensuite, suite à l'effondrement économique, viendrait la colère de Dieu avec la 5e, 6e et 7e coupe, et trompette annonçant famine mondiale, donc Armageddon avec la 3e guerre mondiale en septembre 2024, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça correspond avec ce que j'ai fait en analyse astrologique. Donc vous avez ce graphique avec le résumé de ces chronologies des tribulations, sachant que je ne suis pas forcément d'accord sur tout ce qui est mis par rapport au cadre qu'il y a eu de l'Apocalypse avec Harry, Poutine, etc. Ça, je laisse ça à d'autres initiés, pourquoi pas, mais voilà. Je me fixe surtout sur les dates. 2017 jusqu'en 2024, environ les 7 ans. Et donc la Troisième Guerre mondiale à partir de 2024, qui durait alors peu de temps, soi-disant, mais et la marque de la bête dès 2021. Donc, comme je vous l'avais montré donc, dans ce graphique. On peut le voir aussi sur un autre graphique ici, un résumé plus général. Donc voilà, cette période que nous vivons, période des tribulations, donc est-ce qu'on a vraiment commencé vraiment les tribulations? Ça se trouve peut-être pas, hein. Peut-être c'est à partir de quand l'effondrement économique va aussi avoir lieu, donc c'est possible aussi, 2021, qu'on rajoute 7 ans, 2028, 28-29, on arrive à la fin de cette grande guerre, cette paupérisation générale que j'ai parlé, en astrologie iranienne. Donc voilà, j'ai deux chronologies, en fait, 2017-2024, ou 2021-2028. Voilà, donc peut-être que
2021, c'est les 3 ans et demi en gros de pré-tribulation, et après nous avons les 7 ans